Ah, les enfants. Bonjour Fab. Faites des enfants, qui disait. Faites des mômes. Faites des mômes. Faites des mômes, et puis après divorcez, et puis après, démerdez-vous. Oh là 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 là. Ça va, Maï? Ça va bien, et toi? Ouais. Voilà pour parler des enfants. Semaine A. Semaine B, le fameux titre de Ben Mazué, où il parle justement de... Je crois que c'est l'une des premières fois où j'entends... mis en chanson comme ça une telle réalité de parents, si tu veux, ou tu l'as déjà entendu le titre? Non, je l'ai pas entendu le titre. Où il parle, c'est lui d'abord qui parle de la façon dont il gère ses enfants semaine A, et puis après c'est sa femme qui est interprétée par Anaïd Rosam dans le titre, qui raconte comment elle gère elle de son côté et comment elle gère ces semaines où en fait elle a pas ses enfants et qu'elle fait en sorte d'y penser le moins possible et que c'est compliqué, etc. Enfin, voilà. Et puis aussi toute la réalité de coparents, de trucs de tiens, il faut que je te dise ça, tout l'aspect de note de service, tu vois, de discussion entre nous, de trucs à l'école qu'il peut y avoir, etc. Où il faut partager, quoi, tu vois, les infos. Et c'est vrai que à travers les enfants, il se passe aussi un truc d'obligation, entre guillemets, de continuer la relation. Ouais, à continuer la relation. Ouais. Mais ça, c'est énorme quand même. Moi, j'ai un peu une idée fausse de le mariage, c'est un peu le truc qui unit deux personnes et tout, mais... Pas du tout. C'est faux, frère. Pas du tout. C'est fausseur aussi. Ouais, c'est les enfants. Ça, c'est pour la vie, ouais. Qui à tout jamais à une autre personne, ou en tout cas à un coparent biologique, on va dire. Ouais. Après, vous n'êtes pas obligé de gérer ça, mais ouais. Si vous avez envie, vous n'avez pas le choix. De gérer avec. C'est moi, il y avait un truc de... Parce que très vite, mon ex-compagnon me disait non mais on sera toujours coparents et on sera toujours un couple parental. Et moi, j'étais dans ma logique de séparation et je disais non, pas du tout, parce que je voulais, je sais pas, une sorte de plus rien avoir à faire avec cette personne. Et puis en fait, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Et finalement, c'est aussi ce qui a transformé toute ma vie, cette alternance. Alors nous, je sais pas si je l'ai dit dans le premier épisode, mais nous, la première chose qu'on s'est dite, c'est et je pense qu'il m'est dite, c'est tu m'enlèves pas les enfants. Et je pense qu'il y a un vrai truc d'asymétrie totale pour les papas et les mamans, qui jouent dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Il y a des papas qui se retirent totalement du game et qui parfois s'en mordent les doigts après, parfois qui juste ça n'existe plus, ils payent pas leur pension, etc. Et j'espère qu'il va y avoir quelque chose un petit peu plus costaud au niveau de la loi pour protéger les enfants de ces parents démissionnaires, et aussi pour les aider à ne plus être démissionnaires, parce qu'il y a souvent beaucoup de mal-être derrière. Nous, c'était pas ça. Nous, c'était tu ne me retires pas les enfants. S'il y a quelqu'un qui déménage, et je crois que c'est le premier truc qu'on s'est dit, s'il y en a un qui déménage, il prend ses responsabilités, il ne prend pas les enfants avec lui. Et moi, je pense que vraiment, en fait, tu vois, on signe des papiers quand on fait un mariage, et je trouve qu'on devrait signer des papiers quand on fait des enfants ensemble. On devrait se mettre d'accord. Ouais, tu signes des papiers quand tu divorces. Il y a une convention, la garde est, c'est ça, mais il y a aussi une invitation pour ceux qui signent des contrats de mariage, par exemple, de dire en fait c'est pas une conversation qu'on a envie d'avoir parce qu'on est dans un élan romantique de s'unir pour la vie, mais honnêtement quand t'as 25 ans, tu sais pas ce que tu dis. Mais il y a cette sorte de sagesse qui dit si jamais on ne sait jamais, on se sépare, ça se fera comme ça. Les biens reviendront à telle ou telle personne, on se séparera à 50-50, que sais-je. Mais tu vois, il y a une sorte de contrat qui est signé, et je trouve que moralement, pour nos enfants qui vont arriver, on devrait tous et toutes se dire il y a une possibilité qu'à un moment donné, on s'aime plus, qu'on veuille se séparer. La vie, on peut pas maîtriser totalement
pourquoi on est amoureux, on peut pas maîtriser totalement pourquoi peut-être un jour on sera plus amoureux. Mais par contre, ces enfants là, on va les avoir et on devrait signer quelque chose. Parce que je connais tellement d'histoires en fait de parents trahis à ce moment-là. Voilà, de personnes qui refont leur vie à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la terre, et c'est horrible. Et comme c'est horrible, et ben c'est encore plus horrible parce qu'il faut faire d'autant plus de démarches, être d'autant plus agressif, parfois mentir d'autant plus pour gagner son procès. Et vraiment personne ne veut ça. Et surtout les enfants, ils méritent pas ça, quoi. Donc si vous aimez vraiment très très fort, que vous avez décidé d'avoir des enfants ou qu'il y a un enfant qui est en route ou que même il est déjà là, ayez cette conversation qui est difficile avec l'autre partenaire de voilà, si jamais on se sépare, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, cette discussion-là, elle va être là, le moment où ça ira pas, vous aurez quelque chose, une référence à laquelle vous raccrochez en disant mais en fait on s'était promis ça, et là peut-être qu'on veut plus faire ça parce que on est fâché, mais en vérité quand on sera pas fâché, on sera très content d'avoir respecté notre engagement, quoi. Donc voilà. Nous on s'est dit que les enfants avant tout. Non. Tu vois, on avait vraiment ce truc entre nous qui était en fait les enfants avant tout. On a pris assez rapidement conscience d'un truc, je crois, dont pas mal de parents ont pas vraiment conscience, qui est en fait les filles, elles ont pas demandé à être là. C'est nous qui vont décider de le faire. Ouais. Et que ce divorce, cette séparation, elles l'ont pas demandé. Donc on va faire en sorte de s'acclimater, de s'adapter le plus possible pour faire en sorte qu'elles aillent le mieux possible, quoi. Alors après, elles en ont un peu joué avec ce truc de nous, on n'a pas décidé ce divorce, tu vois. Ouais. J'imagine. Quand elles étaient très fâchées. Ouais, moi j'ai pas décidé. Ou quand ça les arrangeait un peu, tu vois. Bien sûr. Donc ça nous a pas empêché parfois de venir leur dire aussi, en fait là c'est comme ça et c'est pas autrement, il va falloir que tu t'adaptes. Tout en ayant ce truc de, on va faire en sorte de trouver une solution. Bien sûr. Parce que faire en sorte que ça t'arrange. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est une bonne posture parce que ça remet les enfants au centre. Bien sûr. De la relation. Ouais, c'est ce qu'on se disait à l'épisode précédent, quoi, de les remettre au centre, mais à la bonne distance quand même. Ouais. Et donc, toi, tu parlais d'alternance. Donc ouais, nous, ça a été un jour sur deux, donc carrément, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, on avait besoin de cette quotidienneté, nous. Donc, je rappelle ce qu'on s'est dit à l'épisode précédent, que toutes les phrases qui commencent par il est bon pour les enfants de, en fait, ça n'existe pas, c'est que des projections. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'était le pédiatre qui nous avait suivis, le pédopsy qui nous avait suivis plutôt. Et donc voilà, prendre nos décisions à nous, ça a été l'obligation de faire la paix. Et ça, c'est un truc énorme quand même. On s'oblige à faire la paix, au moins pour ça. Et une fois que t'as eu cette paix-là, à cet endroit-là, tu te dis, il y a d'autres terrains sur lesquels je vais pouvoir faire la paix aussi. Et donc, on voulait les avoir au quotidien. On voulait aussi pouvoir s'entraider au quotidien sur la préparation du matin. Ça a duré trop longtemps à mon goût, mais c'est comme ça. J'étais pas toute seule. Et en fait, c'est vraiment au bout de 1 an et demi que j'ai cessé de faire ce truc-là, de ces allers-retours, et que les espaces se sont séparés davantage. Et là, on a décidé de faire des demi-semaines. Donc, ils étaient encore petits, hein. Et nous aussi, on était encore des bébés parents, parce qu'il y a ça aussi, c'est que, en fait, je pense que on sait pas qui on sera en tant que parent, et on ne sait pas qui l'autre sera en tant que parent. Enfin, tu vois, avant que ça n'arrive, tu peux pas tout border. Et à cet endroit-là, on était les premiers surpris, mais voilà, on pouvait pas lâcher nos enfants une semaine entière. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Donc voilà, et on s'est rendu compte que pour nos enfants, en fait, c'était hyper structurant, étant petits,
de pas être dans, c'est une semaine sur 2, donc en fait il y a un truc où tu dois comptabiliser, tu sais. Alors ce lundi-là, attends, est-ce que c'est semaine A ou semaine B? Et nous c'était, en fait tous les lundis ce sera chez papa et tous les jeudis ce sera chez maman et ça ne bougera pas. Et donc pour leurs activités extrascolaires, voilà, tous les mardis je vais dormir à la sortie de l'école, je rentre chez tel ou tel parent. En fait ça a été génial pour nos enfants. Et on s'est rendu compte que même avoir, tu vois, parce que moi j'avais eu ce truc, tu vois, de cette peur panique que mes enfants se sentent abandonnés par leur maman, du fait de mon histoire familiale. Allez donc voir le film. La rivière. Ouais. Et en fait, je me rappelle que une semaine c'est 7 jours. Donc ça fait 3 jours et demi chacun, mais du coup c'est soit 3,5 soit 4 nuits quoi, tu vois. Et au début il y avait une nuit de battement, donc le mardi soir c'était soit chez l'un soit chez l'autre. Et même ça c'était compliqué pour nos enfants en fait. Donc on a décidé que ce serait chez mon ex-mari. Et moi j'étais mais non, mes enfants ne peuvent pas être 4 nuits chez leur père, 3 nuits chez moi, ça n'est pas possible. Et je sais plus pourquoi on avait fait ça d'ailleurs. Et lui il m'a dit non mais attends, rassure-toi, t'es pas une mauvaise mère en fait. Et je pense que je suis chialée en le disant, mais tu vois c'était un réconfort incroyable. Et il m'a dit n'oublie pas que tous les mercredis après-midi c'est toi qui les as, donc t'es pas une mauvaise mère parce que ils dorment moins de nuits chez toi que chez moi, puisqu'en fait voilà, les journées ils sont plus avec toi puisqu'ils ont tout ce mercredi. Et c'est vrai que l'école elle finissait à 11h30 quoi, donc c'est quasiment une journée pleine. Et c'est encore 3 ou 4 ans plus tard que on est passé à des semaines complètes, parce que là on voyait que c'était des allées et venues qui étaient plus aussi gérables. Tam rentrait au collège, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a fait une semaine, et dans ces une semaine, moi j'ai toujours pris les enfants les mercredis à partir de 11h30. Donc en fait, même les semaines où ils étaient avec leur papa, il y avait une rupture, une césure le mercredi, et aujourd'hui on est toujours comme ça. Et les semaines où merci le Covid pour ça, mais les semaines où moi je les ai, les mercredis ils vont chez leur papa tout l'après-midi et ils reviennent chez moi le soir. Donc il y a une césure des deux côtés en fait. Vous avez alterné. Ouais, de telle manière à ce que on se manque pas trop et que une semaine c'est hyper long. Je trouve. Je suis d'accord avec toi. Moi, je les vois un week-end tous les 15 jours. Mais elle te manque pas? Mais si, de ouf. Et t'as pas envie, je sais pas, de... Alors, on y vient. On y vient. Mais parce allons-y. Il y a un vrai sujet où... donc, comme je le racontais avant, j'ai pas grandi... Elles ont pas grandi avec moi. Il y a eu un jour où Kim, l'été dernier d'ailleurs, elle m'a expliqué que, en fait, elle se souvenait plus du tout des années que j'ai vécues avec elle, où entre ses 0 et ses 5 ans, j'étais, tu vois, j'allais les conduire à l'école le matin, j'allais les chercher chez la nounou ou à l'école l'après-midi, et en fait, le soir, je leur donnais à manger, je m'occupais d'elles jusqu'au bain, etc. Tous les jours? Tous les jours. Ouais, donc une quotidienneté super forte, quoi. Le samedi après-midi, souvent le samedi matin, je bossais et en même temps j'allais faire les courses avec elle au supermarché après. Le samedi après, mon ex travaillait parce que c'est pour le coup agent immobilier, c'est un le samedi que tu fais le samedi. Je m'en occupais jusqu'à 17h 17h30 et le dimanche en général on passait un moment en famille. Mais Kim, l'été dernier, je me souviens très bien, j'étais au volant quand elle m'a balancé ça, mais en plus c'était même pas méchant, elle m'a juste dit mais tu sais, moi je me souviens plus. Alors que pour c'est moi, tellement dur à recevoir comme waouh, c'est hyper dur à recevoir comme parole. Mais tu sais que voilà, elle s'en souvient pas, mais elle s'en souvient. Exactement. Une partie d'elle s'en souvient. Mais depuis ce temps-là, effectivement, pour les gens qui ont pas trop suivi l'histoire, mais moi je suis parti bosser à Paris pour développer mon projet Mademoiselle, qui était un peu mon projet de vie. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai vraiment pesé le contre pendant, je crois, au moins 2 ou 3 ans, tu vois, où je faisais des allers-retours à peu près 1 ou 2 fois par semaine, tu vois, pour vivre là-bas, parce qu'en fait le boulot c'était là-bas. C'était là-bas à Paris, ouais. C'était là-bas à Paris et pas à Lille, parce qu'on vivait là-bas à l'époque. Et en fait, j'ai fini par me décider de
d'aller voir mon ex-femme un jour en lui disant voilà, j'ai ce truc, je sens que ça va faire grandir le projet, et en fait je sens que la boîte elle vivote aussi à cause de ça, etc. Et pour moi ça a été une décision qui était compliquée parce que ça voulait dire ne plus les voir, tu vois, ne plus se coucher avec elle le soir, qui pour moi était vraiment un moment trop cool encore, de lire des histoires ou de passer un moment ensemble, etc. Malgré le boulot, parce que je sais aussi que je bossais beaucoup à l'époque. J'ai pris cette décision-là. Alors je file la façon dont je l'ai gérée, c'est-à-dire que je me suis dit, écoute, pars du principe qu'en fait à un moment donné elles vont être adolescentes et que en fait elles vont vouloir couper les ponts avec toi parce qu'en fait c'est comme ça que ça se passe. Comment tu le vivras émotionnellement si tu as mis de côté ton projet pro qui te tenait tant à cœur? Et je me suis dit, en fait, tant qu'à me faire chier dans les bottes par mes filles ados, je préfère que ce soit, je préfère que je me sois accompli, tu vois, professionnellement, parce que potentiellement, même, je crois que j'aurais pu leur en vouloir, tu vois, de m'être sacrifié entre guillemets, ça c'est sûr. Sacrifier le projet, quoi. Ça c'est sûr. Donc j'ai pris cette décision-là, et c'est vrai que de ce fait-là, quand on s'est séparés, même si tu t'étais la moitié du temps à Lille, en fait. J'étais, la moitié du temps, mais en gros, tout le quotidien, toute la semaine et toute la vie, entre guillemets, j'étais pas dedans. Et même quand je rentrais, tu vois, il y avait des semaines où je restais le lundi. Et en fait, ce lundi-là, j'avais un peu l'impression que j'étais un peu à côté de leur vie, quoi. Tu vois, vraiment, elles avaient monté leur vie à côté de moi. Ouais. Et c'est un truc que j'ai toujours accepté, tu vois, que j'essayais d'en parler de temps en temps à mon ex en disant, tu vois, parfois j'ai un peu l'impression que vous êtes à trois, que moi je suis à côté et que c'est bizarre. Elle l'a jamais fait, tu vois, de façon consciente, méchante pour me nuire ou je sais pas quoi, mais juste le système, il avait... c'était 3+1. T'es monté comme ça, quoi, tu vois. Donc quand on s'est séparés, il y a eu tout de suite ce truc de en fait on va pas les déraciner, elles sont bien dans leur vie à Lille, elles ont leurs copines, leur collège, etc. Ok, en fait toi tu pars à Paris, elles viennent un week-end tous les 15 jours, et ça a été ça a été dur en fait, parce que pour moi je me suis dit ok, comment je peux faire pour les voir plus? Je leur ai proposé assez rapidement de venir le mercredi, tu vois, par exemple, de venir à Lille, d'aller les chercher au collège et d'aller passer un moment en début d'après-midi, parce qu'après elles avaient des activités. Et en fait, elles m'ont dit non, t'inquiète, on n'a pas besoin de toi. C'est là. Ouais. Et en fait, assez rapidement est venu après le confinement. Ça, on l'avait pas vraiment géré. Et en fait, je me suis retrouvé face à un dilemme assez dingue où j'étais venu juste le week-end juste avant le confinement en plus à Lille. C'était la première fois que je revenais et il y avait une sorte de mood un peu pas cool, tu vois. Mon ex, elle m'avait envoyé 2-3 pics, les filles elles étaient là, bon, pourquoi t'es là toi en même temps, c'était bizarre. Et en fait en rentrant, Macron annonce le confinement et tout, et je me souviens que Kat me passe un coup de fil en me disant si tu veux tu peux venir passer le confinement avec nous, quoi. Et moi, au fond de moi, il y a un truc horrible de, en fait, j'ai le choix. Soit je vais vivre avec elle, et en fait, c'est potentiellement pendant, alors à l'époque, on disait 15 jours, mais moi, dans ma tête, c'était là. Non. Je crois qu'il y en a au moins pour 6 semaines. C'est pas possible qu'ils confinent tout le monde que pendant 15 jours. Tu vas aller vivre là-bas pendant 6 semaines. T'étais pas bien pendant ce week-end-là. Ça va être très déstabilisant. C'est plus ta maison. Bref. Et j'ai fini par lui dire, écoute, non, je préfère rester à Paris. On s'appellera et tout. Et en fait, ce confinement était très étrange. Je les ai pas vus pendant 8 semaines. Waouh, ouais. 7 semaines, 7 ou 8 semaines. Bon, à l'époque, en plus, on avait peur, tu vois, de les foutre dans un train. Ouais, je me rappelle. C'était fou. On voulait pas. La peur du virus à ce moment-là, voilà. C'était dingo, ouais. Et en fait, quand je les appelais au téléphone, elles étaient tout le temps en train de faire autre chose. Elles avaient d'autres choses à foutre. Elles en avaient même peu rien à foutre. Moi, je me suis vraiment senti mis de côté, quoi. Et c'était vraiment dur à accepter. Et d'un autre côté, j'avais aussi ce truc de c'est toi qui as décidé de partir, donc bien sûr, oui. Tu vas pas les faire chier avec ça, quoi. Tu vois, juste elles sont en train de vivre leur vie. Je me suis aussi rendu compte à quel point mon ex et moi, on avait une vision du confinement qui était complètement différente, où moi j'ai eu très vite tendance à vouloir ralentir le plus possible. Elle a voulu caser le plus possible de choses dans sa journée. Je me suis dit ok, donc en fait vraiment on n'est plus. Si on s'était pas séparés avant, on se serait séparés pendant le confinement, parce que vraiment, je crois que ça aurait été vraiment très très compliqué à gérer, la façon dont elle a
gérer ce truc-là, quoi, tout simplement. Ce vide-là, tu vois, beaucoup d'appréhension avec ça. Et au retour du confinement, quand je les ai retrouvés, je crois que j'avais un peu cette urgence de vouloir à tout prix caser le plus possible de choses, de faire le plus possible de choses, de rattraper le plus possible. C'est un peu exceptionnel, ouais. Le temps perdu. Et mes filles, entre-temps, elles étaient aussi tombées dans le piège des réseaux sociaux où elles avaient passé le plus clair de leur confinement à garder le lien avec leurs potes par l'intermédiaire d'Instagram, de TikTok, de Snapchat, etc. Où on pouvait plus avoir une discussion sans que le téléphone y vibre, sans que le machin. Moi, ça me faisait péter des câbles, où je me disais non mais en fait juste essaie d'être avec moi, je sais que t'es pas avec ta copine et que c'est relou. On s'est beaucoup engueulé avec Lina d'ailleurs à l'époque, c'était très très tendu entre nous parce qu'elle voulait rien entendre. Et moi émotionnellement c'était très dur pour moi qu'elle accepte pas, tu vois, ma demande, parce qu'en fait on se voit pas beaucoup. Je leur avais proposé de venir le vendredi, mais en fait dès le vendredi soir, mais c'était compliqué, elle finissait tard. Donc elle se pointait que le samedi matin, le samedi midi, parce qu'elle voulait pas se lever trop tard. Et en fait, elle repartait le dimanche après-midi. Donc en fait, on passait pas 48 heures, on passait 24, 28 heures ensemble. J'ai revendu Mademoiselle, j'ai revendu ma boîte pendant l'été. Et après coup, j'ai eu ce truc de est-ce que j'en profite pas pour... Toutes les cartes sont sur la table. Rentrer à Lille, j'avais pas vraiment envie de rentrer à Lille parce que pour moi c'est un peu, tu vois, mon ancienne ville, j'ai plus envie d'y vivre, mais d'un autre côté c'est pour me rapprocher de mes filles, ça peut être cool. J'ai mis quelques semains, quelques mois avant d'oser leur dire au fait les filles, qu'est-ce que vous penseriez de ça? J'en avais parlé à Kat m'avait dit écoute, parle-leur-en, tu verras ce qu'elles en disent. Et en fait elles m'ont même pas laissé terminer ma phrase, qu'elles m'ont dit non mais laisse tomber, juste c'est bien que tu sois à Paris. On est très content parce qu'en fait on peut avoir un pied-à-terre là-bas, c'est cool d'avoir un pied-à-terre à la capitale et tout, mais nous si c'est pour avoir pour vivre entre deux apparts, nous on a notre nouvelle maison qui avait déménagé entre temps, on a un chat maintenant, on a notre chambre, on est bien là-bas. Juste vas-y viens, on fait pas ça. Wow. Et sur le moment encore dans cette vibe de en fait, c'est elle avant tout, tu vois, je me suis dit, ok, faisons ça. Mais émotionnellement, c'est jamais simple à entendre. Non. Fast forward, 1 an plus tard, on est dans une phase là actuellement, et je le dis parce qu'en fait, vraiment, c'est tout frais, ça date de la semaine passée, où Kim m'a demandé de ne plus venir à Paris. En tout cas, elle m'a dit... c'est compliqué pour moi de venir à Paris, j'ai la sensation d'un peu de perdre mon week-end, donc j'aimerais bien rester chez moi dans ma chambre, dans mon appart, dans ma maison et tout. Et en fait je lui ai dit ok, parlons-en, je veux bien, mais faut qu'on trouve un autre système pour se voir. Ça a été très très dur à accepter, j'ai chialé la semaine passée quand elle m'a envoyé ce message. Tu lui as dit? Bien sûr, je lui ai dit que j'avais pleuré, que ça avait été dur pour moi. Et en fait, je lui ai aussi dit, c'est pas parce que je pleure que t'es obligé de culpabiliser. C'est pas pour culpabiliser l'autre. Je te dis ça parce que c'est la façon dont je l'ai vécu. Bien sûr. Et qu'en fait, je trouve important de te le dire. Et puis tu l'autorises un jour à pleurer de même et te dire de même, là, papa, ça m'a fait pleurer, quoi. Bien sûr. Le truc, c'est que, et ça, je crois que c'est hyper important aussi de le dire à tous les pères qui sont peut-être dans ma situation et tout. Je leur ai aussi dit, en fait, si tu veux venir, moi j'ai organisé ma vie là maintenant, tous les 15 jours, je sais que vous venez tous les 15 jours, donc vraiment moi ma vie elle est calée avec ça aussi. Peut-être qu'il y a un week-end où tu voudras venir entre ces 15 jours-là, et peut-être que je serai pas dispo. Et dans ce cas-là, je suis désolé, mais je te dirai que je suis pas dispo, parce qu'en fait, avant tout, mes besoins à moi, ils sont aussi importants, et c'est pas parce que les enfants avant tout, comme on l'a dit, que mes besoins à moi aujourd'hui, ils sont pas, ils ont pas besoin d'être remplis, quoi. Et elle l'a entendu, je crois, et en fait, après on verra comment ça se goupille, mais c'est une phase un peu compliquée là. C'est une phase complexe parce que. Bon, elles ont 13 et 15. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a les enfants. C'est ça, c'est que, en fait, c'est pas du tout le moment d'imposer un truc. C'est pas à ce moment-là.
Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Un truc qu'on ne vous a pas dit depuis le début de la diffusion de ce podcast, c'est qu'il a été enregistré en septembre 2021. Donc autant vous dire que depuis, les histoires que je raconte avec mes filles ont pas mal évolué. Et je le raconte moi pas mal dans mon podcast Histoire de Daron. En tout cas, j'essaie de dresser un bilan au fur et à mesure des différentes étapes. Si ça vous intéresse, si vous êtes parent d'ado et que vous êtes en train de vous péter les dents de la même façon que j'ai pu le faire moi à l'époque et que je continue à faire en ce moment, mais work in progress, je vous mets des liens directement dans les notes de cet épisode afin que vous puissiez cliquer dessus et aller écouter mes contenus. Peut-être que ça vous aidera d'écouter mon chemin sur le sujet. Je vous souhaite une chouette suite d'écoute d'épisodes. Merci à vous. Mais bon, je veux pas trop dévoiler la vie de mon compagnon actuel, mais peut-être que ça peut aider aussi dans la discussion. En fait, nous, on s'est rendu compte quand on s'est rencontrés que il avait une relation très très ambivalente à la paternité, parce qu'il avait eu un papa affreux et que, en fait, sans s'en rendre compte, il s'est retiré de ça pour pas mettre en danger ses filles. Ce qui est totalement fou, mais c'est ce qui s'est passé. Et en fait, quand il s'en est rendu compte, évidemment que... J'en profite pour faire un petit pont, mais avec un podcast qu'on a fait ensemble, parce qu'on parlait anglais, on a fait un podcast d'histoire de mec avec Jerry, où il raconte justement la violence de son père, et à quel point lui, il a eu la sensation d'être violent, ou la peur aussi d'être violent. Ouais, la peur d'être violent, tu vois, avec tes propres enfants. Et en fait, il s'est rendu compte que cette absence l'avait servi dans le sens où, comme toi en fait, il a été très très proche d'elle et très très dans le care dans la petite enfance, à les emmener à l'école, à les ramener, à jouer avec elle. Et pareil, il a trouvé plein de vidéos où, tu vois, ils ont du maquillage sur toute la gueule et beaucoup de fou rire et tu vois du soin et quelque chose de très quotidien. Qui lui a manqué, mais un truc de fou quand il y a eu la séparation. Et puis après, en fait, voilà, il y a eu un retrait où d'un côté, il aime ses enfants, mais comme la prunelle de ses yeux, mais parce qu'il les aime, il va pas trop s'investir. Parce que s'il s'investissait trop, il pourrait... tout ça est inconscient, hein, on est d'accord. Hein. Il pourrait les abîmer. Et moi, j'ai la même problématique avec mes enfants parce que j'ai eu très très peur de les abîmer et d'être une mauvaise mère. Donc je comprenais très très bien. Et je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue où il était en larmes, tu vois, et exactement avec ses filles qui avaient exactement l'âge de tes filles aujourd'hui, où il disait mais c'est trop tard en fait. Ça y est en fait, j'ai perdu ma paternité. Maintenant, elles, ce qu'elles veulent, c'est être sur leurs réseaux sociaux avec leurs potes. Donc, en fait, quand je viens les voir, elles sont dans leur chambre et elles s'en foutent. Et je lui disais, ouais, mais en même temps, moi, quand je vous vois ensemble ou quand je vous vois toi chez elle là-bas, je vois totalement que y a un truc qui est retiré et qui ne s'investit pas et qui ne s'engage pas. Et je dis pas du tout que c'est ton cas, hein, Fab. Mais lui, c'était son cas. Et en fait, il y a quelque chose qui te fait vachement peur dans t'investir dans cette relation. Et qu'effectivement, tu pourrais totalement foirer. Et en fait, non, il est pas du tout trop tard parce qu'en fait, tes filles, elles deviennent adolescentes. Et s'il y a bien un moment où elles ont besoin d'une figure paternelle, même distante, de conseils, de valorisation, en tant que future jeune femme, le regard de leur père, mais ça vaut tout l'or du monde, quoi. Il faut absolument qu'elle sache, en tout cas, qu'il est là ce regard et qu'il est là cet amour. Et non, ça peut pas se passer dans revenir tout d'un coup sur des modes de garde plus stricts où c'est moi qui décide. C'est plus le moment de faire ça. C'est fini. Ça, c'est pour la petite enfance. Et effectivement, la deuxième, elle a encore annulé son rendez-vous avec toi. Ça l'a fait chier de se déplacer. Et en fait, on peut la comprendre. Ouais. Mais fais confiance au truc et surtout montre-leur ton investissement et ton désir. Et il y a quelque chose qui va se passer. Et là, maintenant, elles sont plus âgées, tu vois, elles ont 17 et 19 ans. Et quand elles sont en larmes et qu'elles ont un gros chagrin, elles appellent leur père.
parce qu'il a un regard, il a une bienveillance, il a peut-être une sagesse aussi, tu vois, qui correspond davantage à leur âge et à leurs attentes et à leurs nécessités. Donc tu cesses jamais d'être un parent en fait, hein. Même quand tes enfants ils vont être adultes, moi mes enfants, ça m'a beaucoup réconforté. Parce que moi ils ont 13 et 15, donc cette sorte de ligne de départ, tu vois, elle devient hyper tangible pour moi, et de me dire qu'en fait quand ils auront des chagrins, quand ils auront des conseils, il y aura toujours ce regard-là parental auquel ils pourront se raccrocher. Ce sera toujours un lieu en fait, cette relation. Et tu vois, je crois qu'on se le dit en théorie, parce qu'en fait c'est un truc qu'on a entendu, tu vois, qui est un peu une sorte de... Dans la conscience collective, on sait ça, qu'il y a un moment donné, tes enfants s'en vont, il y a un moment donné, l'adolescence, c'est difficile, etc. Mais c'est tellement dur. Mais émotionnellement à vivre... C'est affreux. C'est très très dur. Et en fait, je suis très heureux d'être passé par la thérapie auparavant et de pouvoir me dire, ok, les émotions dures, elles sont là, je les vis, je pleure si j'ai envie de pleurer. Je crois qu'il y a 5 ans, je pleurais pas. Bah ouais, un bout de bois, ouais. Bout de bois, comme tu disais dans l'épisode précédent. Ouais. Et c'est... et tu vois, j'en ai parlé un peu autour de moi à des amis, parce que le truc aussi, c'est que mes parents sont pas divorcés, donc si tu veux, j'ai pas aussi ce truc de... Je comprends, ouais. Alors que moi, oui. De gérer, quoi. Enfin, ce modèle. Et des potes à moi qui sont divorcés qui m'ont dit nous on était exactement pareil à 13 ans, quoi, tu vois, on n'avait plus envie de voir notre père, que en fait c'était pas mal de femmes en plus, et des mecs aussi qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit le père il est chiant. En fait, comme on se voyait pas beaucoup, pareil que moi, il avait toujours envie d'investir le moment et d'en faire un truc. Ouais. Mais c'était pour lui en fait. J'avais juste envie de rester là et de me balader, de rester jouer à la console et de ok, en fait j'ai compris, je vais prendre ça, je vais m'adapter, je comprends aussi que c'est sans doute un moment, et même tu vois, si intellectuellement je le comprends, émotionnellement c'est hyper dur, hyper dur à vivre, hyper dur. Parce que moi je me rappelle que après on est en train de, tu vois, de divaguer, pas de divaguer, mais on est plus sur la semaine A, semaine B, on est plus sur la parentalité, mais je sais que... C'est la parentalité de parents divorcés. Ouais, quand je me rappelle, il y a 2 ans, ma fille est rentrée de vacances avec son père, et elle m'a appelé le lendemain. Elle me dit, on est rentré hier, je suis allée dormir chez ma copine et tout. J'étais là, t'es rentrée hier? T'es allée chez ta copine? Et tu m'appelles maintenant? Mais j'en ai chialé pendant 4 jours de ce truc, de cette, tu vois, nouvelle séparation, quoi. J'ai trouvé ça hyper dur. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire quand même par rapport au papa, c'est que mon ex voulait absolument cette alternance. Et il y a un truc qui m'a dit et qui m'a beaucoup fait réfléchir, et j'ai pas encore la clé, tu vois. Mais il m'a dit, en tout cas maintenant, j'ai un espace pour être père. Sous-entendu, avant, quand on était ensemble, je n'avais pas d'espace pour être père. Et donc ça m'a fait vachement réfléchir, parce que évidemment que moi, quand j'étais en relation, je me plaignais tout le temps de tout faire, etc. Et en même temps, quelque chose dans notre dynamique relationnelle faisait que je prenais toute la place et que lui avait l'impression d'en avoir aucune. Et finalement, et tout le monde finalement, personne n'était content de ça. Donc j'ai une amie qui me disait, je reviens d'un week-end, on a fait de la communication non violente avec mon mari, et donc eux ils se sont pas séparés, mais en fait je conseille à tout le monde, notamment quand vous avez des enfants, de faire un stage de communication non violente, parce qu'en fait c'est un temps où on apprend à entendre et à écouter l'autre, et parfois en fait vous êtes dans des situations et des logiques que vous répétez souvent, dont vous êtes totalement inconscient, mais dont personne n'est heureux en fait. Et ça nous aurait quand même vachement aidé, ça, de savoir dialoguer pour nous dire vraiment, en fait cette situation, ni toi ni moi nous la voulons, et pourtant nous la générons, quoi.
Il y a un truc que je regrette, tu vois, avec le recul, c'est que là, j'ai demandé aux filles qu'on fasse une thérapie à 4, parce que effectivement, c'est compliqué pour moi à gérer cette histoire de tu veux plus venir à Paris. Encore une fois, elle me dit pas je veux plus te voir toi, ce qui est vraiment très important. C'est pas. Oui, c'est-à-dire que toi, tu vas peut-être aller quelque temps à Lille. Je vais y aller. Et en fait, elle sera très heureuse, elle sera dans son environnement, etc. Il y a plutôt ce truc de je veux plus te voir, enfin je veux plus venir à Paris. Et pour moi, c'était d'autant plus dur à gérer, c'est que j'ai l'impression depuis 1 an et demi, tu vois, d'avoir fait le taf entre guillemets pour recréer une nouvelle relation. Ouais, mais ça marche pas comme ça. J'ai déménagé d'appartement, bien sûr. J'ai déménagé d'appartement pour avoir une chambre pour elle. J'ai appris à cuisiner, comme je le racontais dans l'épisode précédent, etc. J'ai la sensation de prendre soin d'elle, si tu veux. Mais effectivement, ça marche pas. Et en plus, excuse-moi, je te coupe, mais en plus, qu'elle te dise ça n'est pas nécessairement le fruit d'un échec. C'est hyper courageux pour une fille de 13 ans de dire à son père, la vérité, c'est que ça me fait tellement chier de prendre le train, et c'est pas du tout contre toi, mais je trouve que ça veut dire qu'elle cherche pas à te protéger, et qu'on est dans un truc qui est vrai, et qui du coup va amener une thérapie familiale. Donc évidemment que c'est affreux de s'entendre dire ça, mais ça veut pas dire que c'est un échec. Je le vois pas comme ça, mais c'est vrai que sur le moment, attends, c'est affreux. Quand tu reçois le truc, c'est terrible. Terrible. Mais c'est vrai qu'après, je lui ai dit, merci en fait de me le dire, bien parce sûr. que c'est cool. Ouais. Et je sais que pour elle, c'est d'autant plus pas facile qu'elle a tendance à pas trop parler, etc., à pas faire preuve de ses sentiments. Et en fait, le point que j'avais, c'était, en fait, je regrette avec le recul, tu vois, de pas nous avoir emmenés en thérapie quand j'avais déjà cette sensation il y a quelques années que c'était 3 contre 1. Bien sûr. Ou 3 et 1, parce que c'était pas forcément contre, mais dès qu'il y avait un conflit, c'était un peu 3 contre 1. Et franchement, si vous êtes aujourd'hui dans cette situation, que vous écoutez ce podcast et que vous êtes encore en couple et en famille unie, après tout, pourquoi pas, ça peut être une vraie... Mais c'est un truc de... En fait, on se dit tout le temps que faut aller en thérapie parce qu'on est fucked up, et en fait, il faut être tellement sain d'esprit pour se dire non mais là on a besoin d'une thérapie, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Et il y a beaucoup de relations, et moi je suis pas du tout dans l'idée de dire on aurait pu sauver notre relation si on avait fait ci, si on avait ça. C'est juste qu'on aurait peut-être souffert moins. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui on serait encore ensemble, mais on aurait moins souffert, on aurait appris qui on était, qui est l'autre, ce qu'on génère comme dynamique. Tu vois, c'est affreux de générer une dynamique où l'autre il te dit mais en fait j'ai aucune place là. C'est quand même, tu vois. Et moi je pouvais pas l'entendre à l'époque, j'étais pas du tout assez mature pour l'entendre. Mais je voudrais ajouter un dernier truc, ou peut-être avant-dernier d'ailleurs, sur la semaine A, semaine B. C'est que semaine A, semaine B, c'est aussi une semaine où t'es seule. Et moi, j'ai mis tellement de temps à ne pas culpabiliser d'aimer cette semaine où j'étais seule, quoi. Oui. Mais j'ai mis tellement de temps à l'avouer et à pas culpabiliser de tellement aimer retrouver une vie sociale, retrouver une vie avec moi-même, retrouver tu vois, les salles de cinéma, les pauses jusqu'à pas d'heure. Et je pense que si j'avais su, bon déjà j'aurais moins culpabilisé bien sûr, mais même avant j'aurais injecté un peu de garde alternée quand on était ensemble. C'est-à-dire que ce temps qu'on a pour soi-même, qu'on soit en couple ou pas, en fait, pour moi, c'est un truc vraiment précieux. Parce que la parentalité, c'est un truc qui m'avale, quoi, tu vois. Je suis que mère, et en fait, voilà, je génère un truc où je suis que mère, et en fait, je suis pas du tout que mère. Et quand j'ai un temps où je suis obligée à faire autre chose que m'occuper des enfants, et ça libère un temps incroyable. Et j'ai eu tellement de plaisir, et de ce plaisir j'avais tellement de culpabilité, donc et qui était totalement pas nécessaire. Donc voilà, si vous ressentez du plaisir à ne pas être avec vos enfants, sachez que vous n'êtes pas seul. Ah ouais, et je tiens à dire, pour aller dans ton sens, que moi il y a une partie de moi qui kiffe aussi ce fait que en fait je vois pas mes filles pendant 15 jours et que leur mère s'en occupe, et en fait merci à elle, tu vois. Faut pas l'oublier aussi, c'est que oui, c'est ça. C'est compliqué ma situation actuelle, parce que je suis un peu dans ce truc de, en fait, si t'as besoin de moi,
n'hésite pas, en fait, je suis là. Et je sais que à chaque fois que l'occasion s'est présentée, que vraiment elle m'a appelé à l'aide, entre guillemets, bah, j'étais dispo, j'étais présent. Lille, c'est pas très loin, je vais faire un saut. Ce soir, je vais faire un saut parce qu'il y a une réunion d'urgence, entre guillemets, donc j'y vais. Ouais. Et d'un autre côté, je sais aussi que j'ai pas envie d'interférer dans son système. Donc, il y a un peu ce truc d'être à la disposition. Et d'un autre côté, oui, je kiffe cette liberté qu'elle n'a pas au quotidien, qu'elle essaie de se réinventer aussi, elle, de son côté, parce que nos filles commencent à être grandes aussi. Ouais. Et je crois que c'est compliqué. Ça a été compliqué pour elle, la période Covid et confinement, etc. Parce qu'en fait, elle était enfermée dans ce truc-là et que elle est aussi dans une bagarre actuelle, sans trop parler pas parler plus que ça de leur relation, mais elle est aussi dans une bagarre à son niveau avec nos filles adolescentes, qui est dans un autre stade aussi. Bien sûr. C'est pas le même. Non, c'est pas la même mayonnaise. Non, quoi. c'est pas la même mayonnaise. Et en fait, j'oublie pas ça. C'est que certes, c'est dur de pas voir mes filles tous les 15 jours, mais je crois pas que je pourrais faire ce qu'elle fait, elle. C'est-à-dire que d'être dans ce quotidien avec elle tous les 15 jours, moi, c'est un truc avec lequel j'aurais eu beaucoup de mal à gérer au quotidien. Ouais, je comprends, parce que même si on n'est pas dans la même configuration, moi, souvent, je me dis, mais gratitude au papa des enfants, parce que si c'était pas imposé pour avoir cette garde parfaitement alternée, j'aurais jamais la vie que j'ai et je serais jamais la mère que je suis aujourd'hui, parce que alterner, c'est aussi vivre plein pot quand les enfants sont pas là et vivre plein pot quand ils sont là. Et moi, je suis sûre, je sais qu'ils ont bénéficié de cette alternance, parce qu'ils ont des parents qui sont désireux d'être parents quand ils sont ensemble et qui vivent leur vie à fond quand ils ont pas cette charge. Donc moi, je serais pas la personne que je suis sans garde alternée, quoi. Et comme j'aime bien la vie que j'ai et la personne que je suis, c'est cool, quoi. Et tu vois, je me rends pas compte avec le recul si on s'était séparés plus tôt, parce qu'en fait là, il y a un truc, tu vois, un peu différent aussi elles sont encore tu vois, elles sont ados quand on se sépare, et il y a aussi ce truc de vouloir avoir leur indépendance, etc. Et en fait, par rapport à ton ex, moi, je me suis jamais imposé dans cette histoire de paternité. Ouais, alors que lui s'est imposé. Comme mon compagnon aujourd'hui, il s'est pas imposé. Et en fait, moi, je lui disais, parce que lui, il me disait, oui, mais bon, elle me disait que, non, j'ai pas voulu m'interposer, j'ai pas voulu. Et je lui dis, mais moi, je peux te dire que mon ex-conjoint, il s'est interposé et c'est jamais il aurait laissé passer ce truc-là. Donc, non, il y a une partie de toi qui désirait aussi ce truc. Bien sûr. Ça t'allait. Et maintenant, ça te va plus, et t'as le droit de le dire aussi, et de t'interposer, et juste de vivre vraiment une relation. Et ça, je pense que c'est aussi, dans semaine A, semaine B, il y a aussi tout ce qui permet la semaine A, semaine B. Et ce qui permet la semaine A, semaine B, c'est quand même une relation vivante avec l'ex-partenaire. Et en fait, nous, on a appris à s'engueuler. On a appris à se dire non, mais en fait, là, je suis pas d'accord. Là, je voudrais que ce soit comme ci, etc. Et c'est le truc, franchement, qui peut-être a tué une partie de notre relation d'avant, de pas savoir s'engueuler et de pas savoir, parce que s'engueuler, c'est aussi être pleinement dans la relation, être pleinement soi et dire pleinement je ne suis pas d'accord. Et parfois, franchement, on a envie de se jeter par la fenêtre l'un l'autre. Pas soi-même, hein, l'autre. Tellement on n'en peut plus. Et en fait, année après année, à chaque fois, je pense qu'il y a un moment où on se dit, soit on doit se le dire, non mais tu sais que je suis la mère de tes enfants, ou tu sais que je suis le père de tes enfants, et en fait, on peut s'engueuler comme du poisson pourri, mais en fait, on va devoir faire la paix à un moment donné, parce que c'est ad vitam aeternam, ce truc. Donc, soit on continue, parce que le seau, il est pas vide, et qu'on a encore des trucs à se dire, et vas-y, vide ton seau. Mais à la fin, c'est pour une raison, et on doit faire la paix, de toute façon. Et ça m'a appris des trucs, mais pour toutes mes relations avec n'importe qui, parce que je pense qu'il n'y a pas, je sais pas, l'ex-conjoint, ça peut être vraiment celui ou celle sur qui tu déverses toute ta merde, quoi. Plus que tes parents, en fait, quasiment. Tu vois, tu projettes tellement de désaccords et parfois de haine que vraiment, ça m'a appris un truc de fou quand même, de toujours faire la paix avec mon ex.
au final, quoi. Et vraiment, je viens pas d'une famille au départ qui était comme ça. Et je me rappelle d'un de mes compagnons que j'ai eu après, et qui me disait, mais je comprends pas pourquoi tu parles comme ça à ton ex. T'es une fille tellement géniale, t'es rayonnante, t'es douce, t'es intelligente, mais quand je te vois parler à ton ex, mais ça me fait mal au cœur. Comment tu peux lui parler comme ça? C'est le père de tes enfants, quoi. Et quand moi je me voyais pas du tout comme ça, évidemment, parce que parce que j'étais dans toute ma bien-pensance et mon je sais pas, mon idéal de perfection et de faire ce qu'il faut faire, etc. Et les fameuses phrases de il le mérite bien qui revenaient tout le temps. Et en fait, c'était une colère qu'il ne méritait pas du tout, évidemment, et personne mérite qu'on lui parle mal. Et d'avoir ce regard, ça a été vraiment, voilà, semaine A, semaine B, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Si vous avez des choses à nous partager suite à l'écoute de ce podcast, des expériences que vous avez pu vivre de votre côté, et tout simplement de témoignages. Ouais, des témoignages. On a envie d'entendre votre parole. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton. Moi aussi, je veux réagir. Ou alors par une note vocale que vous enregistrez grâce à votre téléphone portatif de type smartphone, par exemple, que vous m'envoyez par mail sur vocal@fabflorent.com. Fab Florent, ça s'écrit FABFLORENT.com, mais de toute façon je vous mets toutes les infos dans les notes de l'épisode comme d'habitude. Allez, salut!